Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la gestion et comment outiller les gestionnaires pour attirer et fidéliser les talents. Merci d'être présent en si grand nombre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je voudrais remercier aussi notre trio de présentateurs invités qui vont se faire la joie et le plaisir de nous partager leur point de vue sur justement le rôle important qu'occupent les gestionnaires dans l'attraction et la fidélisation des talents. Alors, on va commencer par le plus lointain. Boris, bonjour, en présence de Paris. Bonjour Jean-Baptiste et bonjour à tous. Bonjour, de chez Coach Hub. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde parmi nous qui connaît Coach Hub, mais notre intérêt s'est porté sur vous en particulier pour pouvoir parler de cette solution de coaching qui intervient au niveau mondial. Alors, merci d'être présent et de nous partager votre point de vue. Jean-Simon Leclerc de chez Success Finder. Je pense que les gens de Québec, Montréal et également du Canada, voire peut-être même l'Amérique du Nord, vous connaissent déjà. Bonjour Jean-Simon, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va très bien. Merci encore de l'invitation. Merci d'être là. Vous allez avoir le plaisir de nous parler des évolutions, notamment autour de l'évaluation des talents. Et notamment l'évolution fulgurante des tests psychométriques. Donc, merci d'être présent. Et également, nous avons Thomas Papin de chez Cégide avec ni plus ni moins aujourd'hui qu'une autre introduction dans le marché canadien avec une solution de sondage fort intéressante. Bonjour Thomas. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation encore, Jean-Baptiste. Merci Thomas. Donc, alors pour ce webinaire qui va nous amener jusqu'à midi et demi, nous allons regarder plusieurs choses en fait ensemble. Avant de débuter, je vais me présenter. Je présenterai au fur et à mesure nos intervenants qui se sont brièvement présentés un petit peu. Donc, pour ma part, je suis psychologue organisationnel, vice-président des services conseils chez Horizon RH. Comme vous le savez, on organise des événements de type webinaire et également HR Tech, mais à Montréal. Mais bien évidemment, notre activité nous amène vers la sélection des technologies et la transformation de la fonction ressources humaines chez Horizon RH. Alors, merci à tous de vous joindre pour cet événement en ligne. Pour ceux qui sont membres de l'ordre des CRHA, je vous partage donc le code que vous allez pouvoir faire prévaloir sur votre dossier de formation. Et donc, vous le retrouverez également, je le précise, sur le dossier qui va vous être envoyé cet après-midi. La présentation qui est ici va vous être envoyée. Et donc, vous pourrez à nouveau noter le code sur les éléments. Cet après-midi, on vous enverra un petit message avec le document, parce que vous allez voir, on a un document assez copieux et complet à vous présenter aujourd'hui. On en est très content et comme d'habitude, on essaye d'avoir des échanges riches et des contenus généreux pour ceux qui se joignent sur nos activités. Quelques mots sur Horizon RH parce que je vais aller assez vite à l'essentiel. On veut entendre nos présentateurs sur ce qu'ils ont de nouveautés, d'innovations à nous présenter, comment ils répondent à l'enjeu qu'on a évoqué. Horizon RH, donc en quelques mots, on fait de l'accompagnement à la sélection des technologies en ressources humaines et exclusivement, et on accompagne les clients dans leur transformation numérique. Canada, Nord et également États-Unis, quelques clients internationaux, que ce soit des solutions RH, paye ou talent. Et aujourd'hui, on va se consacrer sur le volet talent. Et puis, vous nous connaissez sûrement parce qu'on fait des panoramas. On essaye d'analyser le marché. Ces panoramas, donc, vous connaissez ici, ils seront disponibles en lien cliquable. Si vous ne les connaissez pas déjà, c'est la version 2023. C'est notre 7e édition. Il y a les solutions québécoises, les solutions de gestion des talents et les solutions RH, et paye, talent et paye, qu'on présente en Amérique du Nord.
Et donc aujourd'hui, écoutez, on a fait un bon bout de chemin depuis le début de l'année avec différents webinaires. On est sur notre webinaire dit du printemps des talents, outiller les gestionnaires pour développer et fidéliser les talents. Il nous en reste un avant les vacances qui concerne l'attraction et la conversion des talents avec les différents canaux. Alors, si ça vous intéresse de mieux fidéliser, de mieux convertir dans votre processus de recrutement, inscrivez-vous, c'est dans 15 jours. Alors, joignez-vous à nous et on va débuter tout simplement aussi rapidement que ça. Nos 4 objectifs, en fait, clairement aujourd'hui, on voulait mettre à l'honneur le fait que les programmes de ressources humaines en attraction, certes la marque employeur ou d'autres, ce sont des éléments fort importants pour attirer les talents et les programmes de développement des compétences également pour les fidéliser. Toutefois, on sait bien que les gestionnaires ont un rôle clé et même accru, je dirais. On le voit de plus en plus. Il y a une énorme décentralisation. On veut vraiment s'appuyer sur eux, donc comprendre leur rôle, premier objectif. Et on va le voir à travers les solutions qui nous sont présentées pour les illustrer, justement, cette façon de mieux les outiller, mais aussi comprendre justement ce qui s'offre à eux aujourd'hui en termes d'outils et de fonctionnalités. On aura 3 bons représentants. Et donc comprendre les outils, les nouveautés qui sont disponibles pour simplifier et accélérer leur développement. Il y a un vrai virage qui s'est pris. On va en faire état aujourd'hui. Vous allez peut-être découvrir des choses que vous connaissiez déjà, mais aussi des éléments qui sont un petit peu plus nouveaux sur le marché et vous permettre d'opérer autrement pour justement les aider et les accompagner. Et dernier point, regardez justement comment les meilleures pratiques aujourd'hui qui sont proposées par ces solutions-là, ces meilleures pratiques embarquées dans certaines de ces solutions peuvent vous aider à opérer autrement, à livrer d'autres façons de gérer les talents et peut-être de révéler du potentiel chez vos gestionnaires et les alléger dans leurs tâches ou les soutenir dans leurs tâches de gestionnaire. Avant de débuter plus loin, ça ce sont nos objectifs, je voudrais vous rappeler que vous avez la possibilité de nous poser tout un tas de questions à travers le module de questions et réponses, le Q&A. Je laisserai vraiment chacun réagir, poser vos questions et peut-être aussi auprès de nos 3 participants pourront librement répondre au fur et à mesure. Puis, si jamais il y a une question qui nous a échappé, j'essaierai de la reposer puis de favoriser notre échange là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller, ça nous fera grandement plaisir. Alors, merci à vous d'être si nombreux à nouveau pour nous joindre. Avant de débuter les échanges, je voulais donc, comme de coutume, vous faire une introduction, mais aussi positionner un petit peu les technologies qui vont être au service justement de ce renouvellement, littéralement, du rôle de gestionnaire dans la gestion des talents de proximité. Une étude très récente dont le lien est disponible ici, démontre en fait, c'est un petit peu petit, mais vous allez voir rapidement l'importance, c'est Russell Reynolds qui a fait une analyse sur à peu près 1000 gestionnaires à travers le monde. Et en fait, il y a deux objectifs ou 2 préoccupations clés. Le premier, c'est l'avenir et l'incertitude économique. Il y a beaucoup de perturbations. C'est le premier élément qui est ressorti. Mais le deuxième, et ça, c'est un élément qui s'est installé depuis la pandémie et qui aujourd'hui se maintient, c'est vraiment le fait de considérer que la disponibilité des compétences et des talents, en fait, demeure un enjeu d'affaires prioritaire chez les décideurs, les leaders et les managers aussi de proximité. L'enjeu, la rareté, la difficulté à avoir les bonnes ressources, mais aussi à avoir les compétences nécessaires. On va voir tout à l'heure pour quelles raisons. Donc, la gestion des talents est un enjeu majeur, ce qui souligne chez nous, en fait, la nécessité de mieux les outiller, d'où notre réflexion et notre discussion aujourd'hui, avec le besoin, justement, quand on pense attraction, développement, fidélisation des talents, à pas simplement faire des programmes RH, mais vraiment habiliter les gestionnaires à jouer leur rôle au plus près. Et on entend souvent que le gestionnaire est la personne que l'on quitte plus que l'emploi en tant que tel. Et il semblerait que plusieurs études le montrent, étude après étude,
le rôle du gestionnaire peu reconnaissant, peu soutenant ou peu communicant ou peu mobilisateur fait des dégâts dans la mobilisation, dans la performance, mais aussi dans la stabilité des équipes. Et donc, le gestionnaire, définitivement, est sur le chemin critique de la croissance des talents et de tout ce que ça suppose par ailleurs. Ça va nous amener à considérer, en fait, c'est qui le gestionnaire aujourd'hui, quel est son poids sur ses épaules, qu'est-ce qu'il a à faire, parce qu'on lui en demande beaucoup, le pauvre, et il vit dans un monde qui est en plein de choses, plein d'éléments qui vont certainement vous parler, vous le vivez vous-même sûrement. On en parle beaucoup en ce moment, c'est la robotisation, les gains d'efficience, s'assurer de pouvoir être plus efficace, revoir ses processus. Et je dirais la vague, le tsunami, le chaos possible de l'arrivée à différents niveaux de beaucoup de formes d'intelligence artificielle et en particulier d'intelligence artificielle générative. On en a parlé beaucoup dans les derniers temps et ça n'est que le début. Les raretés, la rareté de ressources, il vit là-dedans, il va devoir vivre et c'est pour ça que l'étude de Russell Reynolds fait ressortir ce point-là si fort. Et dans un enjeu d'innovation, de créativité, bien évidemment. Et donc, ça n'est pas fini. Il y a aussi des décisions plus rapides. Il y a à considérer, puisqu'il faut élargir son bassin, à travailler avec des équipes qui sont à la fois hybrides, en travail hybride, à distance, multi-pays, multi-fournisseurs, multi-interlocuteurs. Donc, il y a énormément de diversité et il y a un besoin toujours renouvelé de mobiliser, mais aussi de créer un sentiment d'appartenance. Et ça, ça devient une des clés vraiment du bon leader, du leader moderne ou du leader, je lisais récemment, du quantum manager. Donc, on essaye de trouver des nouveaux modèles. Et bien évidemment, créer du sens, on entend beaucoup parler, là, Great Resignation, les gens qui se posent des questions, la valeur de mon travail, mon rôle, ainsi de suite. Il y a énormément de réflexions. Et le gestionnaire est cet interlocuteur de proximité qui peut créer cet élément-là, ce dialogue-là. Tout ça, là, tout ce qu'on dit là, ça c'est l'environnement, mais ça s'appuie sur des concepts qu'on a déjà discutés depuis de nombreuses années, qui sont connus et qui s'imposent aujourd'hui comme une norme, véritablement à travers les organisations, comme un modèle de développement des leaders, un modelage comportemental autour de concepts clés que vous connaissez dans la littérature depuis 15 ou 20 ans maintenant, mais ça devient tellement fort aujourd'hui que c'est incontournable. Donc, servant leadership, ou être orienté vraiment people success, vraiment j'ai à cœur de te soutenir pour que tu réussisses, quel que soit ton rôle, quelle que soit la durée dans laquelle tu vas rester dans ce poste, dans mon département ou dans l'organisation. Le concept de sécurité psychologique, si certains d'entre vous n'ont pas lu sur Psychological Safety, faites-le immédiatement, ça fait partie des équipes performantes, ça fait partie des environnements de travail aussi qui sont hautement résilients et capables de régler des problèmes complexes. La gestion par les forces, la psychologie positive, la gestion par les forces, on en reparlera avec Jean Simon. Et puis également de pouvoir porter en fait un rôle d'ambassadeur et de pouvoir défendre l'organisation et sa culture et renforcer sa culture. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on est clairement. Aujourd'hui, avoir des beaux programmes RH, c'est bien, mais il faut pouvoir les descendre jusqu'aux gestionnaires et les faire vivre. Et quand on parle de gestion des talents, attraction, développement et fidélisation, ça passe énormément par le canal et par la proximité qu'offre le gestionnaire de premier niveau, de second niveau. Et quand on regarde les employés en tant que tels, la voix de l'employé, souvent, que ce soit un candidat, le candidat va nous dire, moi je veux parler à l'ambassadeur, là, je veux parler à la personne, la vraie personne, puis je veux qu'il me vende ou je veux qu'il me fasse la promotion de son organisation, puis je veux comprendre. Je veux, si je suis nouvel employé, je veux vraiment être aidé, connecté, me sentir incluse et pouvoir vraiment avoir de la facilitation. Et quand on fait du développement, le profil, le persona de vos employés s'attarde beaucoup aujourd'hui à un leader qui va les aider à accélérer
pas forcément à être une fusée à travers un poste, mais à accélérer des apprentissages, à accélérer des expériences, à accélérer des rencontres. Donc, on a jusqu'à le facilitateur de portes ouvertes, créer les liens, créer les liaisons, m'ouvrir des opportunités à l'intérieur du département ou à l'extérieur, ou même à l'extérieur de l'organisation. Je suis sûr que c'est un des comportements futurs des gestionnaires. Donc, l'ensemble des employés s'attendent et se tournent vers des rôles, des étiquettes ou des chapeaux vers le gestionnaire qui sont beaucoup plus clairs aujourd'hui, avec des attentes très fortes de la part des employés. Et on n'est plus dans le boss, on est vraiment beaucoup plus dans le modèle coaching ou coach. Donc, not boss, but coach. Et ça se traduit comment? Ça se traduit à travers le cycle de vie du talent, de l'attraction au développement, l'intégration, la performance, le développement. Ça se traduit par être quelqu'un qui relaye la marque employeur, être même le visage, de pouvoir éventuellement connecter avec des communautés, travailler les liens avec les bassins, les interlocuteurs, les gens qui se posent des questions, travailler avec LinkedIn, beaucoup, donner de l'exposition aux gestionnaires, créer de l'engagement, mais aussi, bien évidemment, travailler la performance des équipes. Et ça se traduit en multiples rôles, celui qu'on a vu tout à l'heure, et des conversations. Le moment clé, finalement, de l'expérience, on parle beaucoup de l'expérience digitale, numérique, facilité, je clique, en 2 clics, je suis rendu ailleurs, mais le quotidien, si on quitte un gestionnaire, c'est parce qu'aussi, il n'y a pas ces moments-là de discussion. Et donc, dans les conversations, on va trouver des sujets qui doivent revenir, qui doivent être abordés. En recrutement, je m'attends, si je parle à l'ambassadeur, de discuter de ces points-là. Si je suis dans ma phase d'intégration, 7 jours, 30 jours, 180 jours, peu importe, je suis avec le connecteur qui va m'aider sur ces sujets-là, qui va m'en parler, on va en discuter, ou sur la performance, m'accélérer, me donner du feedback, me fixer des objectifs ou m'aider tout simplement à adapter mes objectifs et puis me développer. Donc, vous voyez que la carte, elle est bien remplie. Et on peut, de façon très light, finalement, laisser ça comme ça, puis espérer qu'ils puissent le mettre en place, mais ça prend aussi des outils pour les renforcer, puis justement, tous ensemble, les accompagner vers une nouvelle culture dans laquelle la gestion du talent, c'est notre présupposé d'aujourd'hui, là, bien évidemment, la gestion du talent est devenue une des compétences clés, en fait, du gestionnaire. Donc, on va avoir des nouveaux outils, des coachs virtuels, des réseaux de coachs en ligne également, du micro-coaching, des micro-capsules de formation, parce qu'ils sont très occupés, pas beaucoup de temps. Donc, comment on vient les aider à aller vers un nouveau rôle, jouer ces rôles et ces étiquettes-là plus facilement. On va voir aussi des accompagnements qui sont plus des éléments comportementaux, là, de petites tâches à faire, des petits coups de coude, en fait, pour les accompagner vers la prochaine étape, qui s'inclut dans leur travail au quotidien bien chargé, mais qui est plus facilitant. On va voir aussi la possibilité pour eux là, d'utiliser avec leurs équipes des coachs d'intégration, donc qui arrivent de plus en plus, qui viennent les soutenir dans ce rôle de coach d'intégration. Il y a des outils externes qui viennent faire ce travail-là. Et bien évidemment aussi, on garde le volet de se mesurer en termes de gestion, en termes de style de leadership. Et est-ce que je joue mon rôle de gestionnaire de talent, de développeur de talent et de coach? Et également, on voit du mentorat qui connaît une croissance aussi assez importante sur ces éléments-là. Donc, à la fois des mentorats entre coachs, entre gestionnaires pour se développer, mais aussi, on voit des gestionnaires qui utilisent le mentorat, mais évidemment, c'est à double sens, pour pouvoir accompagner leurs équipes. Et on est dans un environnement pour lequel le rôle de gestionnaire aussi est un peu perturbé parce qu'ils peuvent utiliser OpenAI, ils peuvent utiliser ChatGPT et des centaines de plugins, de solutions qui émergent, qui foisonnent à tous les niveaux. C'est gratuit pour certaines de ces solutions-là. Ils peuvent se poser des questions, puis formuler des questions d'entrevue ou de développement. Ils peuvent peut-être rédiger un plan d'accueil
et d'intégration personnalisée. Il rentre une consigne très, très précise, accompagner mon ingénieur dans tel rôle, avec tel paramètre, puis le système va être capable de suggérer vraiment des étapes, ça inspire. Donc, on voit qu'il y a des outils aujourd'hui qui vont se multiplier en fait au service des gestionnaires. Faut-il qu'ils y pensent, bien évidemment, ou qu'ils y aient accès. Mais vous voyez, la liste est infinie en fait de ce qu'on pourrait faire et ça vient nourrir en fait une nouvelle culture. Ça va accélérer, transformer clairement ce contexte-là. Donc voilà un peu en termes d'introduction. Il y a sûrement des questions, des commentaires. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir les éléments, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il me fera plaisir d'y répondre. Avant d'évoquer les différentes solutions et voir concrètement des outils, petite revue donc des solutions. Donc sur notre panorama, en fait, on va regarder les solutions justement de coaching et d'expérience d'apprentissage qui sont dans ce segment-là. Je vous rappelle, c'est téléchargeable sur la présentation qu'on vous enverra. Il y a aussi, bien évidemment, pour parler des forces, parler des compétences, comprendre les motivations et les leviers en fait de chaque individu, des outils de mesure, des talents et de feedback, et puis également les sondages d'engagement qui sont bien connus, mais pour lesquels vous allez voir aujourd'hui qu'il y a des nouveautés, il y a des éléments. Je pensais que tout existait, mais non, il y a de la nouveauté et des éléments fort intéressants à regarder. Donc, pour ceux qui sont en développement organisationnel, en direction de gestion des talents et attraction, fidélisation, transformation numérique, tous ceux qui sont en gestion du changement, sachez par exemple que, et on va voir CoachHub aujourd'hui avec Boris, les outils de coaching se sont multipliés dans les derniers temps, surtout, je dirais, depuis à peu près 5 ans, et ils connaissent une forte croissance. Vous voyez, j'en ai fait un recensement, la plupart sont nord-américaines. Alors, l'intérêt de CoachHub, c'est que c'est plus, je crois, d'origine, Boris, sous votre contrôle, d'origine allemande, mais à portée internationale, avec un réseau de coaching qui est très grand. Il y a beaucoup de solutions. Puis on verra l'intérêt de ça, parce que vous pensez peut-être à votre coach de proximité ou que vous avez regardé, mais là, dans quel cas on fait appel à une plateforme qui justement déploie du coaching à la demande pour vos gestionnaires et qui peut démocratiser aussi le volet coaching. De même, on connaît un petit peu plus à Montréal avec Hello, on connaît les fonctions de mentorat. Il y a des solutions aussi qui se développent sur ces éléments-là. Et dernier point aussi, en termes d'outils, pour ceux qui recherchent des choses, on voit des plateformes dédiées à du contenu de développement des gestionnaires pour pouvoir vraiment les amener vers leur nouveau rôle et avec du contenu consommable immédiatement, très facile. Alors, bien évidemment, ici, j'aurais pu mettre aussi d'autres fournisseurs de contenu comme LinkedIn Learning, qui a énormément d'éléments, mais ici, c'est vraiment des plateformes dédiées et spécialisées sur ces éléments-là et qui offrent des contenus fort intéressants et très, très renouvelés aussi, très attirants pour des gestionnaires, par exemple, de premier niveau qui ont besoin de capter leur attention. Dans les solutions d'engagement, le marché est composé de sociétés de services qui sont très présentes aussi sur, là j'ai parlé uniquement de ceux qui sont présents sur le marché québécois, des solutions plus canadiennes, à portée canadienne ici, qui font du sondage d'engagement avec notamment la mesure de l'index d'engagement des employés et des sondages, des micro-sondages, et également des solutions qui vont aller un peu plus dans les éléments d'activation culturelle ou justement de pouvoir dynamiser le partage, les feedbacks, la collaboration et stimuler l'engagement et appuyer les gestionnaires dans leur style d'engagement. Et puis des solutions de reconnaissance également qui rentrent dans le marché du sondage d'engagement ou qui propose des formes ludiques au niveau des sondages d'engagement. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'options disponibles sur le marché et sur les solutions d'évaluation. D'ailleurs, on va commencer avec ça avec Simon, Jean-Simon. Les tests psychométriques, ici, je n'ai mis qu'un tout petit échantillon, beaucoup de choses disponibles. On est souvent fidèle à des solutions de ce type-là, mais elles se renouvellent énormément dans les dernières années. Il y a des nouvelles approches qui sont
sont ressortis. Je les ai segmentés entre les éditeurs, les agrégateurs de tests, les tests de connaissances aussi, alors là, il y en a beaucoup, et les plateformes d'évaluation des talents qui viennent du monde du test, mais qui aujourd'hui s'ouvrent davantage à être composantes beaucoup plus larges et qui ne font pas que juste du test psychométrique, mais qui offrent toute une suite d'options et d'éléments différents autour de l'évaluation pour bien connaître les talents. Et pourquoi on commence par cet élément-là? Je vais transmettre, à moins qu'on ait des questions sur cette étape-là. Alors oui, je pense qu'il y a 2 questions. Je ne sais pas si pourrions-nous avoir accès. Oui, donc Josiane, vous nous demandez si la présentation sera accessible. Vous sera envoyée à la fin de la présentation, en début d'après-midi. Voilà, je le répète pour ceux qui n'auraient pas entendu. Je vais proposer Jean-Simon de prendre la parole et nous expliquer justement comment les tests psychométriques aujourd'hui et les outils d'évaluation des talents peuvent appuyer les gestionnaires et comment vos initiatives et vos innovations peuvent apporter un nouveau regard et de nouvelles capacités auprès des gestionnaires. Parfait. Un grand merci, Jean-Baptiste. Donc, oui, très heureux de vous présenter sommairement un peu la perspective de SuccessFinder dans cette thématique importante qui est outiller le gestionnaire moderne dans la gestion de ses employés. Donc, de mon côté, moi, je m'appelle Jean-Simon, je suis chez SuccessFinder depuis bientôt 6 ans, responsable de l'équipe qu'on appelle Solutions Réussite Client. Donc, on est en charge de tout ce qui est la relation client, le design des solutions et de s'assurer qu'on livre la valeur au niveau de la gestion des talents. Tu peux changer de diapositive. Oui. Je t'ai donné le contrôle, il faut que tu l'acceptes. Non, super. Bon, parfait. Peux-tu leur redonner ce que je n'ai pas vu la notification? Alors, je le waiting for. Donc, dans l'intérim, une des manières qu'on aime se positionner, c'est parler de l'ADN comportemental. Excuse-moi, Jean-Baptiste, quand je tourne, OK. Bon, c'est moi qui… C'est délicat. Bon, parfait, c'est bon. J'ai pris le dessus. Donc, on aime beaucoup se positionner comme une manière de comprendre l'ADN comportemental des employés, donc vraiment qui sont naturellement, pour permettre aux gestionnaires de mieux comprendre à des fins de recrutement, de développement et d'engagement des équipes. Il y a plusieurs éléments, Jean-Baptiste, que tu mentionnais tantôt, que nous, on entend effectivement souvent dans les nouveaux défis, les nouvelles postures du gestionnaire demandées. Il y en a plusieurs, il y en a 4 que je mets de l'avant un peu plus en science aujourd'hui. On ne serait pas sans savoir que depuis l'arrivée de COVID, l'environnement hybride, virtuel, a beaucoup des fois venu chambouler certains gestionnaires dans la manière de gérer. Puis, les défis qu'on entend souvent de notre côté, c'est comment est-ce qu'on donne aux gestionnaires la capacité de mieux comprendre ses employés, les connaître, même s'ils sont 100% à distance, où il y a moins les discussions informelles qui peuvent des fois aider à comprendre les forces de l'employé, ses motivations, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime moins. Donc, quel genre d'outils on peut donner pour que rapidement, même en contexte virtuel, on puisse comprendre l'employé qu'on doit gérer. Le deuxième étant tout le concept de gestionnaire coach, où il y a différentes terminologies, mais tout s'associe au fait que le gestionnaire maintenant est un peu aussi le développeur de talent, gestionnaire de la carrière. Il y a des attentes auprès de l'employé que le gestionnaire soit là également pour ouvrir des portes dans différentes équipes. Donc, qu'est-ce qu'on donne pour les gestionnaires qui veulent vraiment assumer ce rôle-là et quel genre d'outils ou de données on peut donner sur les employés pour qu'effectivement parler de carrière, de développement se fasse de manière plus pertinente. Diversité, inclusion, appartenance. Quand on parle de tests psychométriques, dans notre industrie, on entend souvent cette thématique-là. Donc, toute l'idée d'avoir des données non biaisées, objectives, pour comprendre le talent qui vont venir aider à favoriser une force de travail qui est diverse. Souvent, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que la première approche, quand on parle de jouer sur la diversité, c'est les formations sur les billets. Puis, c'est super important comme composante de les pratiques. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une méta-analyse récente d'environ 500 études montre que simplement une formation sur les biais cognitifs puis les limites des fois que les gens peuvent avoir dans comment ils évaluent quelqu'un, ça n'a malheureusement peut-être pas l'impact escompté pour plein de raisons, entre autres les gens qui se disent bon, les biais existent, donc c'est la vie, c'est comme ça, puis ne vont pas être portés à changer leur comportement réel. Ce qui semble mieux fonctionner en complément des formations sur le biais cognitif, c'est des outils concrets pour ceux qui sont en position décisionnelle, soit pour du recrutement, développement, promotion, et qui fournissent des données plus objectives pour comprendre le potentiel, comprendre les forces d'une manière plus non biaisée.
Finalement, nous, ce qu'on entend souvent comme thématique également, c'est la volonté de ne pas seulement focuser sur trouver une superstar ou améliorer seulement quelques employés les plus performants, mais vraiment le concept de performance d'équipe. Comment les gens travaillent ensemble, comment est-ce qu'ils sont complémentaires au niveau de leurs forces, leurs défis, leurs faiblesses. Donc, la performance d'équipe est souvent la principale considération et pas seulement la somme ou juste des individus qui seuls sont performants. Une chose aussi, j'ai bien commencé avec certaines données et études, il y en aurait tellement qu'on peut mentionner, mais celle-là, je l'aime bien parce qu'elle parle aussi depuis l'avènement de COVID, ce que ça peut faire changer au niveau de l'efficacité des gestionnaires. Il semble que les gestionnaires, depuis 2020, semblent beaucoup moins capables d'habiliter leurs employés à bien faire leur travail. Donc, ça veut dire leur donner les outils, les comprendre, leur donner les conditions de succès. Et une des questions que ça nous amène à te poser, c'est quels sont les genres d'outils qu'on doit fournir aux gestionnaires pour qu'ils soient en mesure de comprendre leurs employés, les habiletés, leur donner les conditions de réussite et vraiment être les catalyseurs de leur potentiel et de leur talent. Donc, du côté de SuccessFinder, rapidement, qui on est, après ça, je vais revenir vraiment aux outils plus concrets qui sont offerts aux gestionnaires. On est une plateforme d'évaluation comportementale qui permet vraiment de prédire le potentiel des individus, d'être à la fois performants et satisfaits dans les différents rôles de l'organisation. On croit aux données pour comprendre le potentiel, les forces, les zones de développement des gens et de démocratiser un peu l'accès à ces données-là pour maximiser le potentiel des employés en milieu de travail et des leaders également. On est une firme qui a environ 6-7 ans d'existence en termes de technologie, ressources humaines, libre-service, mais notre évaluation se base sur plus de 50 années de recherche et de développement et on a tant des clients directs sous forme d'abonnement et aussi des partenaires locaux internationaux comme des firmes de consultation, par exemple, qui utilisent nos outils dans le développement des talents. Pour ceux qui seraient dans la salle, dans ce webinaire un peu moins familier avec le concept de test psychométrique, puis qu'est-ce que vraiment ça mesure, est-ce que ça permet, une manière pour moi relativement vulgarisée de dire ça donne quoi un test psychométrique, c'est vraiment la capacité de mettre des mots et des données sur le pourquoi. Le pourquoi des comportements, pourquoi de la performance ou de la non-performance des fois, le pourquoi de l'engagement. Donc, vraiment une capacité de comprendre les drivers, les facteurs qui vont favoriser les comportements désirés, la performance ou l'engagement. Une analogie assez simple, souvent que j'ai déjà entendu, que j'utilise moi aussi, c'est si je vous demande, par exemple, d'écrire votre nom avec un crayon, mais avec votre main non dominante. Donc, vous êtes droitier, prenez votre main gauche, qu'est-ce qui va arriver pour vous? Souvent, il va arriver une de ces trois choses-là. Ou bien ça va demander beaucoup d'efforts, ou bien ça va être très désagréable, ou votre calligraphie va être super moins bonne qu'avec votre main dominante. Un test psychométrique, ça va me donner de l'éclairage sur exactement ce principe-là, mais plutôt que d'être une tâche un peu banale d'écrire votre nom, ça va être sur des thématiques comme comment les gens travaillent avec les autres et influencent les autres. Comment est-ce que quelqu'un approche un problème et trouve des solutions? Qu'est-ce qui motive la personne? Comment est-ce qu'elle se gère au niveau du stress, au niveau de l'adversité? Quelles sont ses habitudes de travail? Est-ce qu'elle est très efficace, travailler rapidement ou au contraire, le détail est super important? Quelqu'un de très agile ou au contraire, plus conservateur? C'est vraiment sur l'ensemble des dimensions comme celle-là qu'un test va venir apporter des données objectives. Ce qu'un test va apporter aussi par rapport à d'autres types de données, c'est vraiment les fondements de l'individu, l'ADN comportemental, qui sont assez stables dans le temps et à travers les situations. Ils vont permettre à un gestionnaire, par exemple, de mieux comprendre qui j'ai devant moi, au-delà de ses expériences passées, son CV, quelle est sa manière naturelle d'approcher le travail et comment je peux m'en servir pour mieux coacher la personne, mieux le mettre dans des conditions qui vont favoriser ses forces et aussi quels sont les éléments que je pourrais mettre en place pour pallier les éléments qui sont moins naturels, qui sont plus faibles, que ce soit avoir des coéquipiers qui sont complémentaires, de focuser sur certains types de mandats plutôt que d'autres, de réorganiser le travail aussi dans certains cas. Donc, c'est vraiment un point de données qui est complémentaire à connaissances, compétences, expériences et qui permet d'opérer moins à l'aveugle pour favoriser l'engagement des employés. Notre suite de produits vise à amener de la valeur dans une panoplie de moments dans le cycle de vie employé ou dans différentes pratiques talents. Je vais focuser ici dans 3 grandes catégories qui est l'accueil intégration, le développement dans le rôle actuel et tout ce qui est plus mobilité interne et carrière.
mais sachez que notre évaluation peut aussi, et aussi d'autres tests, permettent vraiment d'amener la science, l'objectivité dans plusieurs types de pratiques talent. Donc, si on se penche plus concrètement sur une des facettes envers laquelle un test psychométrique peut être utile, et là, j'essaie de cliquer, mais ça ne change pas. Ah, on va y arriver. Parfait. En contexte d'intégration. Donc, au niveau de l'intégration d'un nouvel employé, nous, un des angles qu'on entend le plus souvent, puis c'est pour ça que j'utilise cet exemple-là, c'est l'importance d'arrimer un nouvel employé avec la culture organisationnelle, avec les valeurs de l'organisation. La culture d'une organisation, il y a différentes façons d'intervenir là-dessus, différents moments où c'est important d'en parler, mais je pense qu'un des moments vraiment clés qui a le plus d'impact, c'est quand tu accueilles une nouvelle personne qui arrive dans l'organisation. Comment est-ce que tu communiques les valeurs? Comment est-ce que tu lis ça à lui? Qui il est, qu'est-ce qu'il va apporter d'unique. Et au moment de l'intégration, c'est vraiment un moment clé qui peut faire une grosse différence dans la rétention et dans l'alignement du nouvel employé avec son équipe. Donc, une des solutions qu'on a développées il y a quelques années et qu'on continue aussi de raffiner, c'est le concept de bâtir un indice de référence d'impact culturel qu'on appelle. Donc, ça sent bien. Donc, cette solution-là, elle permet, dans le fond, de développer un modèle, un indice, ou en anglais, on va dire le mot benchmark, qui est sur mesure pour chaque organisation et qui est une manière de venir arrimer une évaluation psychométrique avec les valeurs uniques de l'organisation. Donc, essentiellement, c'est de pouvoir dire, bien, si nous, on a 3 valeurs, quels sont les comportements sous-jacents à ces 3 valeurs-là qui sont importants et comment est-ce qu'on peut avoir un test psychométrique comme Success Finder qui vient mesurer ces comportements-là au niveau de l'embauche et de l'intégration et mettre en lumière quels sont tant les éléments forts que plus faibles de nouvel employé qui vont contribuer à la culture ou peut-être être des zones de vigilance à notre culture également. Et puis, Jean-Simon, si tu prends un exemple, par exemple, ça peut être collaboration. Donc, dans ce cas-là, tu vas chercher des forces en lien avec, je ne sais pas, travailler avec les autres ou sociabilité. Tu pourrais nous donner un exemple? Exactement. Oui, très, très bon point. Donc, nous, on a tenté d'être des cordonniers bien chaussés. Donc, on le fait chez Success Finder, avec tous nos employés, environ une 50aine d'employés. On a 3 valeurs. Une de ces-là, c'est intelligence collective. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'elle est mesurée tous les employés chez Success Finder pour voir quels sont les comportements qui caractérisent notre culture et qui s'arriment à cette valeur-là. Et on a décomposé en environ 5 comportements pour cette valeur-là. Et on a un rapport maintenant sur mesure pour nous qui, lorsqu'on teste quelqu'un, on est capable de voir quelles sont les forces de la personne envers cette valeur-là d'intelligence collective et où sont peut-être les zones de vigilance potentielles qui seraient à surveiller au niveau de cette valeur-là. L'idée de donner ça entre les mains d'un gestionnaire au niveau de l'intégration, c'est capable d'avoir une discussion plus personnelle, plus pertinente avec un nouvel employé pour dire, bien, voici les forces que tu possèdes qui vraiment s'alignent, contribuent à notre culture actuelle. C'est vraiment, ça veut dire, quand tu vas arriver chez nous ici, tu vas regarder que tu es très similaire à la plupart des gens sur l'ensemble de ces comportements-là. Par exemple, dans la capture ici, on voit la personne très élevée au niveau du tact, donc va sûrement utiliser beaucoup de doigté et de diplomatie dans la manière qu'il va communiquer ses messages. Quand il y a un message négatif à passer, il va le faire avec beaucoup de considération auprès des autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, dans ce cas-ci, est partagé par la plupart des gens dans l'organisation et la personne va se sentir vraiment familier avec ce comportement-là. Le rapport met aussi en lumière les forces de la personne qui vont contribuer à la culture souhaitée, la culture aspirationnelle. Ce concept-là est important parce que quand on a développé ce produit-là il y a quelques années, souvent nos clients nous disaient « Moi, j'ai mes valeurs actuelles, j'ai ma culture, mais je dois dire qu'on n'est pas encore vraiment là. » Une culture, ça se veut aussi une manière d'aspirer à quelque chose de mieux, à être un petit peu inconfortable pour amener des changements positifs. Donc, eux voulaient mettre en lumière, beaucoup de nos clients, comment est-ce que je peux savoir quels sont les comportements que peut-être on n'est pas très élevé actuellement comme entreprise, mais on veut s'améliorer là-dessus, on veut plus ce genre de comportement-là aligné à nos valeurs. Donc, le rapport met en lumière quelles sont les forces de la personne qui sont peut-être uniques à elle, peut-être qui vont être différentes avec ses collègues, avec ses pairs, mais qui sont des comportements qui sont désirés, souhaitables, et on peut s'en servir pour un peu aller outiller l'employé à être vraiment un champion de ces comportements-là, même si peut-être c'est plus une unicité de la personne qui va devoir un peu amener une complémentarité avec les gens de son équipe.
Et finalement, parce qu'évidemment, il n'y a personne qui est parfait, on met aussi en lumière certains défis sur quels sont peut-être les angles qui, au niveau de la culture, peuvent être un petit peu moins alignés. L'idée, ce n'est pas d'aller dire « Ah, tu as un mauvais fit » ou « ça ne marchera pas », plus de dire ben, « Chez nous, en général, les gens ont ça qui sont assez élevés, qui sont importants. Tout, c'est moins naturel pour toi. Quelles sont les conditions qu'on peut mettre en place? Quel genre de feedback va être pertinent pour toi? » Puis au moins, tu amènes la connaissance de soi rapidement dans le processus, dans le cycle de vie de l'employé pour une meilleure intégration et une meilleure alignement avec les autres membres de l'équipe et une meilleure collaboration. Et on précisera aussi que dans le volet de l'intégration, les entreprises ont fait beaucoup d'efforts dans les derniers temps, là, mettent beaucoup d'énergie là-dessus. Et le gestionnaire est un lien entre l'image de marque de l'entreprise, les promesses, des éléments assez flous, voilà, mais comment on les fait vivre dans les premiers jours, parce que c'est là où des fois, le lien se brise ou le charme disparaît, ou alors au contraire, non, ok, là je comprends, ou waouh, ok, c'est bien aligné, c'est bien intégré. Puis dans ta présentation précédente, on voit l'ensemble du suivi aussi. Les évaluations sont un élément de continuité, alors qu'avant, souvent, c'était des points de mesure, puis on mesurait, on prenait l'info, merci, au revoir. Là, on est vraiment dans des éléments où, justement, on va rentrer dans ce volet coaching. Puis c'est clairement des leviers de coaching ici, puis de conversation fort intéressantes et personnalisées. Exact, c'est un bon point. Puis je dirais, l'avènement des plateformes technologiques dans le domaine du test psychométrique ont permis une meilleure réutilisation des données à travers le cycle de vie de talent, une cohérence et un langage commun dans le recrutement, intégration, développement. C'était peut-être plus difficile il y a plus de 10 ans. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on embrace, là, de l'anglicisme 100%. L'autre cas de figure et outil différent que je voulais parler, c'est vraiment le concept on a un employé qui est dans son rôle depuis peut-être 1 à 2 ans et qui veut se développer, qui veut actualiser son potentiel, qui veut devenir plus performant dans son rôle, qui veut devenir un meilleur contributeur et se tourne vers son gestionnaire pour savoir, bon, quel devrait être mon plan de développement et davantage d'outils pour y arriver. Donc, la solution que je vous présente ici, ou l'outil, c'est vraiment l'idée d'avoir un profil complet sur l'individu par rapport à l'ensemble des compétences qu'il possède. L'objectif principal d'un outil comme celle-là, c'est de comprendre holistiquement l'employé sans nécessairement égard à la culture ou un rôle particulier qu'il aurait en tête, vraiment d'avoir une vue générique de lui, naturellement, comment est-ce qu'il approche des problèmes, comment est-ce qu'il influence les autres, comment est-ce qu'il gère son stress, vraiment d'avoir le portrait global. Et une des innovations au niveau de notre produit, c'est on veut quelque chose qui soit facile à utiliser, facile à interpréter, qui ne demande pas des jours de certification de formation et qui s'adresse à un public qui n'ont peut-être pas d'expérience avec les tests psychométriques et qui cherchent vraiment à avoir… Qui ne sont pas psychologues. Et qui ne sont pas psychologues organisationnels comme toi. D'accord, OK. Exactement. Non, mais c'est un bon point. Si on regarde depuis une trentaine d'années avant le test psychométrique, c'est quelque chose de très de niche par des consultants externes psychologues et très réservé un peu. Après, il y a tellement plus d'outiller l'équipe RH de manière autonome. Et là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est pas juste ressources humaines. Comment est-ce qu'on outille les gestionnaires directement, les employés, sans nécessairement passer par une approche de praticien qui interprète les résultats. Donc, encore une fois, le modèle consultant, ressources humaines est toujours très pertinent puis a son rôle à jouer. Mais la troisième dimension maintenant qui émerge, si je le résume un peu, c'est de dire comment est-ce qu'on amène des insights et de la valeur directement aux gestionnaires et aux employés sans nécessairement passer par l'équipe RH comme interpréteur ou des consultants externes. Donc, un rapport comme cela s'inscrit dans cette lignée-là d'offrir quelque chose qui est préinterprété pour un non-initié, si on veut. Et par exemple, quelqu'un qui a une compétence élevée sur communiquer avec clarté, il y a un paragraphe interprétatif qui est déjà bâti, qui prend en compte l'ensemble des traits sous-jacents de cette compétence-là. Je ne rentre pas dans le détail ici sur comment on bâtit ça. Si vous êtes intéressé, on pourra s'en reparler, mais l'idée, c'est d'avoir cet outil-là préinterprété qui définit c'est quoi, qui explique avec des mots simples pour l'individu avec son score exact qu'est-ce que ça veut dire pour lui, et qui offre également une panoplie de pistes de développement personnalisées à l'employé en fonction des scores qu'il a eus. Donc, pour un gestionnaire,
on gagne en rapidité pour comprendre l'employé, on gagne en précision. Plutôt que de dire, ah oui, c'est quelqu'un qui est people person, tu es beaucoup plus précis mais quand on dit people person, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on parle d'extraverti? Est-ce qu'il est empathique? Est-ce qu'il est patient? Est-ce qu'il y a du tact? Est-ce qu'il est charismatique? Il y a beaucoup plus de couleurs à être extraverti ou introverti. Donc, on vient éclater un peu ces concepts-là pour donner plus de précision. Et on gagne aussi en impact. Donc, quand on fait des plans de développement, quand on utilise la personne dans son développement, on a beaucoup plus d'impact parce qu'on cible des réelles dynamiques qui sont clés chez la personne, qui sont uniques à elle, et on s'éloigne des généralités qui, des fois, ne permettent pas d'avoir un développement qui vraiment a des changements et de l'impact pour l'employé. Je vais t'inviter à accélérer un petit peu. Oui, parfait. Bien, je vais être à la fin, ça tombe bien. Merci. Dernier cas de figure, gestion de mobilité et carrière. L'idée ici d'offrir aux gestionnaires des outils pour comprendre le potentiel de la personne au-delà de son rôle actuel. Des fois, il y a des gestionnaires que c'est plus difficile de voir le potentiel au-delà du rôle parce que ce qui est plus saillant, c'est la performance actuelle, c'est la contribution actuelle. Mais on peut donner aux gestionnaires pour qu'ils voient tant d'un point de vue leadership, des avenues pour l'employé en termes de peut-être nommer un prochain team lead. On a une solution qui permet de voir le potentiel à différents niveaux et quelles sont les compétences qui vont être importantes pour des niveaux de gestion supérieurs. Et on offre aussi des librairies d'indices de référence pour pouvoir voir quel est le fit de la personne avec différents types de rôles dans l'organisation ou en général dans les industries pour être capable d'avoir une discussion de mobilité sur des données prédictives du fit entre le profil naturel des gens et où ils peuvent avoir du succès et être satisfaits aussi. Parce que l'engagement et la satisfaction, ça reste aussi un outcome important qu'on cherche à pouvoir prédire. Et chez des profils plutôt, on va dire, assez performants, voire des hauts performants, on sait que la faible gestion de la mobilité de la carrière sont un des motifs importants de vouloir bouger. Et c'est sous-traité. Hein, dans la plupart, c'est sous-traité. C'est-à-dire qu'il y a moins... souvent, ils vont dire que les entreprises ne sont pas bonnes sur ce volet-là. Et c'est vrai que quand un gestionnaire cherche à avoir une équipe forte, il n'essaye pas non plus forcément de faire bouger son employé. Or, je crois que c'est tout à fait le contraire. Un gestionnaire aujourd'hui moderne doit être quelqu'un qui aide à passer à la prochaine étape. Et on sait que les talents ne sont que de passage dans un département ou dans un poste. Donc, c'est des outils intéressants d'avoir des rapports comme ça qui permettent aussi de réfléchir à la carrière, à des réflexions. Les gens sont un peu perdus aussi, donc ils ont besoin de feedback, ils ont besoin de repères, des rapports intéressants qui doivent donner des conversations très riches, j'imagine. Exactement, c'est ça. Tout ça peut être appuyé aussi par le partenaire d'affaires ressources humaines si nécessaire. Donc, ça peut aussi être un travail collaboratif avec le gestionnaire et les ressources humaines, mais au moins, il y a un langage commun, une solution commune, puis de manière plus objective de discuter de ces thématiques-là importantes. Donc, c'est ce qui complète ce que je voulais un peu vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est un peu un topo sommaire, mais n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous voulez poursuivre la discussion d'un point de vue plus bonne pratique ou explorer plus ce qu'on peut faire. Les coordonnées et notre site web sont à l'écran. Et merci de votre attention. Avant qu'on cède la parole à Boris, petite question pour toi. Est-ce que depuis les années que tu travailles pour SuccessFinder, justement ce rôle de coach aujourd'hui, comment tu as vu que les organisations et en particulier les clients RH l'adressent? En quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'évolution, puis comment tu vois les choses évoluer dans le futur? Un bon point. Clairement, on a vu, en tout cas depuis 6-7 ans de mon côté, la propension plus élevée des organisations à vouloir mettre le développement du talent de l'avant, surtout auprès des bassins de haut potentiel, de leaders, les bassins critiques. Avant que j'étais chez SuccessFinder, on parlait de l'idée de responsabiliser les employés au niveau de leur développement. Puis je pense que c'est encore vrai sur l'idée que le développement, c'est partagé c'est pas juste l'organisation qui doit tout fournir à l'employé, mais je pense que maintenant, on réalise que c'est bon responsabiliser, mais il faut aussi outiller. D'où le titre aussi le webinaire aujourd'hui. Puis je pense dans le cadre d'outiller,
ben, tout ce qui est coaching, développement, j'ai hâte aussi d'entendre Boris, là, on croit beaucoup aussi à des approches externes, mais démocratisées pour l'aspect développement, coaching. Donc ça, clairement, on l'a vu, l'émergence de ce besoin-là. Et on croit à des partenariats aussi pour que n'importe quel test psychométrique peut être utilisé avec un concept de coaching interne ou externe. Absolument. Parfait, merci. Et puis, on accueille les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, on répondra au fur et à mesure. Donc, merci, merci Jean-Simon. Puis, je te laisse interagir si tu as des commentaires aussi sur les autres. Alors, Boris, on est très curieux de connaître le coaching numérique, coaching digital. Alors, je vous laisse vous présenter et puis nous introduire à CoachHub. Super, écoutez, bienvenue, bonjour à tous déjà et merci de m'accueillir. Je vais commencer rapidement par présenter CoachHub en 2 mots. Donc effectivement, CoachHub, c'est une société, comme vous l'avez dit, qui est mondiale, mais d'origine qui est européenne, donc d'origine allemande. C'est une solution digitale de coaching et en fait, nous on a une ambition qui est assez simple finalement, c'est de démocratiser le coaching, comme le disait Jean-Simon, et de le rendre accessible à tous les salariés, quel que soit leur niveau de carrière dans l'entreprise. Et en fait, nous, ce qu'on aime bien dire, en fait, c'est que notre mission, c'est de libérer le potentiel des managers et des gestionnaires, pardon, mais pour en fait réussir les transformations business auxquelles les entreprises font face. Voilà. Et donc en fait, voilà, moi, pour mon parcours rapidement aussi, donc moi j'ai rejoint Move One puis CoachHub. Donc en fait, Move One qui a fait l'objet d'une acquisition et Move One qui était une société française. Donc acquisition fin 2021. Et en fait, moi, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que j'accompagne. J'ai quasiment travaillé exclusivement avec des directions des ressources humaines et des directions métiers dans ma vie, sur des différents sujets de transformation. Voilà. Et donc passionné, bien sûr, de développement humain d'une manière générale. Voilà, j'ai moi-même découvert le coaching sur le tard et donc ravi de répondre à la même question sur lesquelles j'ai énormément de choses à dire, mais je pense qu'on ira un peu après. Puis on vous a invité, je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure, parce que vous avez une portée mondiale en fait aussi. CoachHub est un des compétiteurs, vous l'avez vu tout à l'heure dans le panorama, mais est un des gros joueurs en fait du marché. Donc vraiment intéressant de voir votre présence au Canada. Avec plaisir. Donc, en fait, déjà, moi, ça m'a paru intéressant quand même de revenir rapidement sur les. Enfin, je l'ai lu avec attention, cette étude de Russell Reynolds. Et en fait, pour moi, voilà, des chiffres qui m'ont marqué, je voulais vous les partager. Le premier, c'est quand même sur les préoccupations exprimées par les CEO et les C-level en général qui ont été interrogés. Et pour moi, pas de surprise sur le fait qu'effectivement, déjà, plus de 3/4 sont intéressés, en tout cas, ou ont des sujets autour de leur capacité et la capacité de leur organisation finalement à naviguer en temps économique incertain et leur capacité à retenir les meilleurs talents. Déjà, c'est pas très étonnant quand on sait effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Baptiste, que ces dernières années, on a été impacté par des crises qui sont successives, économiques, sanitaires, géopolitiques, et tout ça sur fond de guerre des talents dont on parle depuis au moins 5-6 ans, de manière très forte. Par contre, le chiffre qui est un peu plus inquiétant pour moi, c'est que ces mêmes leaders, ils pensent qu'il y a seulement un manager sur 2 qui est prêt et paré à faire face à ces défis. Et ça, finalement, c'est assez peu. Alors, on pourrait dire que c'est que l'avis des leaders qui ont été interrogés, mais la réalité, c'est que je suis sûr que si on interrogeait les gestionnaires et les leaders en question, je suis pas sûr qu'on obtiendrait des chiffres très différents. Et ça, pour moi, c'est un constat qui est assez intéressant, enfin, qui est assez important. La bonne nouvelle autour de ça, effectivement, c'est un peu le but du propos aussi, c'est que c'est pas une fatalité et qu'on peut agir là-dessus. Il y a 2 pratiques d'ailleurs managériales fortes qui sont évoquées dans le cadre de l'étude et qui peuvent changer la donne, qui peuvent avoir un impact, qui sont d'une, le besoin d'être coaché et d'élever. Je crois qu'on le sait tous, hein, il n'y a rien de pire que de se sentir seul, sans accompagnement de la part de son manager, et recevoir du feedback de manière constructive. Et ça, c'est pareil, rien de mieux que de se voir dire après chaque situation ce qu'on aurait pu faire différemment, plutôt que d'apprendre ce qu'on a mal fait pendant son entretien annuel. Et je pense que c'est des situations que beaucoup, malheureusement, ont vécues et vivront dans les années à venir. Donc ça, c'est le constat. Et en fait, tout ça dans un contexte, et vous l'avez dit au démarrage, et Jean-Simon l'a abordé aussi, c'est de dire que en fait, le gestionnaire, il n'a jamais été aussi exposé. En fait, il a fait face à des défis qui sont nouveaux et d'une complexité surtout sans précédent. Il y a la vitesse, le nombre et la complexité qui augmentent. Et en fait, la complexité, c'est auparavant plutôt des défis techniques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on promouvait beaucoup d'experts, je pense, par le passé. Et aujourd'hui, les défis, ils sont moins des défis techniques, on parle plus de défis, je dirais, adaptatifs, et c'est des défis qui sont plus complexes. Parfois, la définition même du problème auquel on fait face n'est pas simple à définir.
Donc, ça prouve bien le degré de complexité. Et on ne sait même pas qu'il faut mettre autour de la table dans l'organisation pour pouvoir juste envisager de le résoudre. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on sait qu'un gestionnaire, il doit faire face à, en vrac, des plans de réduction des coûts, générer de la croissance avec des équipes qui lui restent, garder tout ce petit monde bien motivé et engagé, faire évoluer ses pratiques managériales dans un monde, dans un nouveau normal qui est le monde hybride, être plus inclusif dans son management pour favoriser l'émergence de nouveaux talents d'où qu'ils viennent, et tout cela parfois aussi sans avoir de pouvoir de décision réel, ce qui peut générer un peu de frustration. C'est la réalité du management aujourd'hui. Donc, on est quand même finalement très loin des hard skills qui étaient valorisés auparavant. Et ça demande le développement de compétences qu'on appelle plus soft, donc soft skills, de manière beaucoup plus importante et en accéléré. Et ça, en fait, c'est des compétences qu'on peut effectivement travailler avec le coaching. Et c'est des compétences nouvelles comme, en vrac, pareil, fédérer, susciter l'engagement, adapter son style de communication, reconnaître ses émotions et celles des autres, développer son identité et sa vulnérabilité. Et donc voilà, tout ça, on peut le traiter avec le coaching. Tac. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les chiffres que vous voyez à l'écran, vous les aurez dans la présentation. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le coaching est plébiscité par les gestionnaires et par les talents. Je parle des deux parce qu'en fait, on peut accompagner aussi des contributeurs individuels. Parmi tous les dispositifs en fait, d'accompagnement qui sont à disposition, on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 8 salariés et employés sur 5 qui disent en fait que la formation seule n'est plus suffisante. Donc moi, je ne dis pas que la formation, ça ne sert pas, je dis juste qu'en fait, il faut plutôt s'orienter maintenant vers des approches qui sont multimodales. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, formation, coaching, mentorat, e-doing aussi désormais, parce qu'elles correspondent finalement à des manières beaucoup plus efficaces d'apprendre, tout simplement parce qu'elles sont plus personnalisées, plus à la main du calendrier du manager. Donc, c'est où je veux, quand je veux, dans la langue que je veux. Et ça, c'est hyper important. Et aussi qu'elle laisse plus de place à l'expérimentation et à l'autoréflexion. Un truc cool quand même parmi tout ça, c'est qu'on peut aussi avec le coaching en distanciel et en virtuel mesurer l'impact. Aujourd'hui, on sait aussi mesurer qu'en fait, il y a plus de 90% des coachés, mais aussi plus de 90% de leur manager, puisque le manager doit faire partie aussi, enfin le manager du coaché doit faire partie de ce parcours-là, qui voit une progression significative sur les axes de coaching qui ont été définis suite à un parcours. Donc, je rentrerai un peu plus par la suite de la présentation sur les différents axes qu'on peut définir, mais ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que c'est un marché qui est en plein boom. Vous en parlez, c'est un marché qui s'est beaucoup développé depuis 4-5 ans, c'est vrai, mais en fait, on n'en est absolument qu'au début. Il y a une étude Gartner qui est sortie il y a 1 ou 2 ans, non, 3 ans, pardon, qui montre que le marché du coaching digital, il va être multiplié par 100 entre 2020 et 2030, par 100. Et pour moi, c'est la même croissance qu'on a vu avec le marché du sport, par exemple, il y a quelques années. Auparavant, on allait à la salle. Pour être beau, en général. Maintenant, il va pour être en bonne santé. On a multiplié les usages autour du sport. On fait plus appel au coaching on fait parfois du coaching en vidéo. On se rend à des cours collectifs. On a du coaching personnalisé. Et en fait, ce qui se passe autour des modes coaching, c'est exactement la même chose. Et si on a des départs de gestionnaires, de leaders, le coaching est un bon outil quand même, avec d'autres choses, hein, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit détaché de tout le reste, mais c'est quand même un bon outil pour les mettre plus en confiance, les mettre dans les bonnes situations, et ça contribue, comme avec d'autres éléments, à fidéliser. Et il y a aussi une démocratisation, mais ça c'est tout l'enjeu justement de ces plateformes de coaching-là, de pouvoir démocratiser l'accès, simplifier, puis aussi faire une gestion beaucoup plus efficace, parce que ça peut être lourd et complexe pour les RH de mettre en place ces programmes de coaching et de les gérer, de les comptabiliser et puis de les suivre. Donc, ouais, alors je ne sais pas si c'est une passe décisive, mais c'en est une. Jean-Baptiste, l'impact sur la rétention, il est évident. Et en fait, on l'a vu plus haut, hein, ce qui fait ce qui impacte la capacité des entreprises et des managers à retenir leurs meilleurs talents, c'est quand même la capacité à les accompagner, à leur faire du feedback et à les développer. Et donc là aussi, en fait, il y a un truc important. Je vais me focuser 2 secondes sur la rétention des talents. C'est qu'en fait, on sait dire aujourd'hui que des structures qui ont mis en place des cultures coaching ont une capacité supérieure à retenir leurs talents. Et finalement, elles ont un avantage concurrentiel parce qu'en fait, elles s'y mettent tout de suite. Donc, nous, on a essayé de mesurer, et c'est toujours un sujet complexe, hein, mesurer ces sujets-là d'impact dans l'environnement de la HR Tech, c'est toujours un sujet délicat. Donc, on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec Forrester, hein, qui est un organisme indépendant, qui a mené une étude sur le ROI de la solution de coaching. Je ne vais pas rentrer dans les arcanes de l'étude, vous pourrez la télécharger et ravi de vous l'envoyer à l'occasion. Je vais juste vous partager finalement
les 3 impacts économiques qui viennent générer du ROI autour du coaching. Il y en a 2 qui sont assez mineurs, il y en a un qui est très important. Aujourd'hui, on sait dire que quand on investit 1 € en coaching, on récupère 2,60 €. Les petits euros, les centimes et ce qu'il y a après la virgule, c'est principalement autour de ce que vous évoquiez, Jean-Baptiste, qui est finalement du temps gagné sur la mise à l'échelle. Et donc, le temps gagné sur la mise à l'échelle, il est, pour des organisations qui mettent ça à l'échelle, c'est le temps gagné à rencontrer des coachs, à faire leur tri, à booker des sessions. Gros sujet, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Ça, c'est un premier sujet et un gain de productivité. Mesurer la qualité, la satisfaction, Voilà. voir l'impact, ainsi de suite, Quand gérer les fait. factures, retourner, voilà. Quand c'est fait. Donc ça, c'est un premier sujet, mais ça, c'est vraiment la virgule de la virgule. Le deuxième sujet, il est plutôt autour des gains d'efficacité, liés à l'efficacité professionnelle des gens qui ont été accompagnés, à leur engagement, à l'amélioration de leur capacité organisationnelle aussi. Voilà. Mais le vrai truc, là, le plus de 2 € sur cette somme, c'est la capacité à impacter la rétention. Et donc ça, je vous laisserai lire comment c'est calculé dans l'étude. En fait, on sait que ces organisations-là, qui sont plus musclées, en fait, qui permettent de proposer finalement un leadership augmenté. En fait, on se sent mieux managé. Donc, en tant que talent, on va rester plus longtemps dans l'entreprise. On sait qu'on va être plus développé, donc on va vouloir rester plus longtemps et s'engager sur le long terme. Et pour les talents ou les managers qui eux-mêmes reçoivent du coaching, on n'est plus dans la logique qu'on pouvait trouver il y a 20, 30, voire 5 ou 10 ans en arrière dans certaines entreprises. C'est plus le coaching pour les nuls. C'est plus le coaching. En fait, quand on me propose du coaching, c'est parce que je suis pas bon dans mon métier. C'est pas correctif ni curatif. C'est vraiment un cadeau. C'est vraiment fait pour me développer. Et donc tout ça a un impact hyper important. Ce qui permet de générer justement du ROI. Et le ROI est un sujet pour l'ensemble de la fonction RH, mais aussi pour les COMEX à qui on doit vendre ces projets. En 2 mots, je ne vais pas m'étendre dessus, mais donc je vous l'ai dit, on est une structure mondiale. On est présent physiquement dans un peu plus de 15 pays. Donc on a capacité à venir rencontrer nos clients, y compris au Canada. Ça c'est un point important. Donc on est vraiment basé en Amérique du Nord, y compris au Canada. 2-3 points importants. Donc on a un track record qui est assez important. On a coaché plus de 35 000 personnes depuis qu'on existe et la structure a 4 ans et demi aujourd'hui. Des 3 raisons pour lesquelles nos clients nous retiennent, je dirais, au-delà de tous les chiffres que vous pouvez voir, c'est la capacité à mettre à l'échelle. Et donc, en fait, mettre à l'échelle, ça veut dire proposer des coachs dans toutes les langues, dans tous les pays, sur tous les créneaux, sur tous les fuseaux horaires possibles. Donc, 3500 coachs qui sont certifiés avec une plateforme digitale qui vient catalyser finalement le sujet. Le deuxième sujet, c'est la qualité des coachs. Parce que quand on confie justement le choix des coachs et des parcours de coaching à des collaborateurs, il faut être sûr dans quel moment on les donne. Et donc pour ça, nous, on a trouvé un moyen qui est celui finalement de s'entourer uniquement de coachs qui sont certifiés, donc ICF ou EMCC, qui sont les 2 grandes fédérations internationales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons coachs dans les autres organismes. Ça veut juste dire que pour nous, c'est un moyen d'assurer la mise à l'échelle. Et donc, on demande à ce qu'ils aient à minimum 500 heures de coaching derrière eux, donc que des gens expérimentés. Et enfin, bien sûr, c'est de pouvoir mesurer l'impact du coaching via la plateforme, puisqu'on peut gérer ça directement avec les outils digitaux et tout ça, bien évidemment, avec les outils, les niveaux de sécurité les plus performants, standard les banques, puisque on draine un peu de data quand même et que tout ça est important et que c'est un sujet pour toutes les organisations. On en parlait tout à l'heure du rôle des gestionnaires dans tout ça. Nous, quand on parle coaching, bien sûr qu'on parle à la fonction RH historiquement, parce que il y a beaucoup de sujets qui sont drivés par la fonction RH, et donc on va parler de sujets on va s'intégrer dans des grands programmes talents en étant la brique coaching ou vraiment un élément fondamental de leur parcours de développement. On va faire des programmes pour le potentiel, on va aussi accompagner beaucoup de primo-managers. Après, on va aussi venir traiter beaucoup de sujets de diversité, d'inclusion et de leadership au féminin, qui sont souvent des sujets drivés par la fonction RH. Ou alors, et c'est pas en opposition, souvent c'est on va de plus en plus aller parler à des directions métiers, il y a des leaders de la transformation, parce qu'en fait, le coaching, encore une fois, c'est un moyen de faire évoluer des comportements et des postures dans le temps et de manière accélérée. Et donc, ça peut servir n'importe quel projet de transformation auquel on fait face, que ce soit une restructuration. Nous, on l'a vu d'ailleurs, hein, on a fait l'objet d'une acquisition, donc changement de culture, changement de business model. Honnêtement, heureusement qu'on était bien chaussés sur ces sujets-là, parce qu'on a tous été coachés, contributeurs individuels ou management, dans les changements qu'on a pu vivre
suivre. Et ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement chez nos clients. Comment on passe aussi à des modèles sustainable d'un point de vue d'un point de vue écologique. Voilà, tout ça, c'est des sujets qu'on peut driver avec du coaching. Pour rendre les choses... Dans les clients, je vous interromps quelques instants, mais dans les clients, ce que je trouve intéressant, vous allez l'aborder, Ouais. mais dans les clients qui l'utilisent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, comme c'est du coaching à la demande, ça veut dire que la personne peut de n'importe où, à tout moment, pratiquement, planifier une rencontre et choisir aussi son coach, avoir un bon fit avec le coach. Puis quand vous disiez mise à l'échelle, c'est vraiment la possibilité de rapidement d'avoir de déployer un programme de coaching, ce qui des fois demande du temps et de la ressource. Et aussi, ça productivise, enfin, ça rend le coaching comme un produit, entre guillemets, parce qu'on l'a sous forme de tablette. Puis là, je vous allais marquer des choses, mais je sens que ça aide aussi à simplifier l'accès au coaching définitivement pour beaucoup de gestionnaires. Et il y a plein de fonctionnalités, notamment la data qui va être derrière, là, qui va être vraiment une autre façon de concevoir le coaching. En fait. Ouais. Clairement, vous avez tout à fait raison, Jean-Baptiste. Et c'est vrai que quand on parle de mise à l'échelle, alors à l'échelle de certaines structures, c'est déjà de passer de 10 à 30, 40, 50 personnes. Et pour certaines grandes entreprises qu'on accompagne, c'est passer à l'échelle de 1000 à 2000, 3000 personnes par an. Et donc, imaginez le temps gagné aussi en juste s'exonérant du choix des coachs, de la planification des sessions, de s'assurer que ça a bien été fait, il n'y a pas de feuille de présence à remplir, tout ça est monitoré. Et puis la partie monitoring de l'impact aussi, que j'aborderai rapidement juste après. Donc, effectivement, l'idée, c'est de rendre aussi un peu opérationnel pour vous dire comment ça se passe, effectivement, comment j'outille. Et donc, je vais vous passer en revue, mais de manière très rapide, finalement, ce que sont les étapes principales du parcours de coaching. Donc, quand je reçois l'accès à un parcours de coaching, qui peut être de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, selon le programme dans lequel je me retrouve. Excusez-moi. En fait, la première chose, ça va être de matcher avec un coach. Donc là, j'ai un algorithme qui, par rapport à ma time zone, la langue que je veux parler de manière native, etc., va me proposer un certain nombre de profils de coach. Et en fait, je vais me voir proposer des coachs et je vais pouvoir regarder une vidéo de chaque coach je vais pouvoir du coup observer le style et le style de communication et le style de coaching qu'il va proposer. Et finalement, je vais retenir celui avec lequel je me sens plus à l'aise. Si jamais, à l'issue de la première séance, je ne devais pas être très, très à l'aise, ça ne marche pas, je peux changer. Alors, ça, c'est directement intégré. Et donc ensuite, je me rendrai dans la plateforme pour planifier l'ensemble des sessions. Généralement, ce qui est fait, c'est environ 2 par mois. Voilà, c'est plutôt ça la recommandation pédagogique et c'est la réalité qu'on observe chez nos clients. Quand on en a beaucoup besoin pour faire face à une situation complexe, on peut faire 3, 4 fois par mois, parce que nous, on a un modèle qui est un modèle de coaching illimité. Voilà, donc c'est une licence avec du coaching illimité. Et donc, je vais planifier l'ensemble de mes sessions, qui sont des sessions de 45 minutes. Voilà. Et ça, c'est pareil, 45 minutes, c'est pas pour gagner pas pour faire moins cher, c'est parce que c'est le temps d'efficience qu'on a dans la conversation, puisque c'est des conversations qui sont assez profondes et intimes. C'est le temps d'efficience opérationnelle et qui s'intègre aussi dans le quotidien du gestionnaire. Voilà. Et le point important, c'est que je vais pouvoir m'auto-évaluer. Ça, je vais revenir un petit peu après, parce que c'est très aligné avec ce que disait Jean-Simon juste avant. Je vais pouvoir définir des objectifs, potentiellement d'ailleurs en relation avec mon manager, suivre mes résultats et ma progression sur les axes que j'ai définis, et aussi accéder à du contenu. Donc, on a une Coach Hub Academy qui vient délivrer du micro-learning pour pouvoir finalement enrichir mon parcours et avoir du contenu à regarder et à consommer, lié à mes objectifs ou pas d'ailleurs, pour pouvoir progresser et faire du travail intercession. OK. Je reviens sur le sujet de l'évaluation. Je vais aller assez vite dessus, mais comme le disait Jean-Simon tout à l'heure, on fait souvent des parcours de coaching qui commencent par un débrief d'un outil psychométrique du marché. Donc on a beaucoup de coachs qui sont certifiés sur plusieurs outils psychométriques. Et pour des entreprises qui n'ont soit pas les moyens, soit pas la volonté d'utiliser ces outils, on a aussi créé notre propre modèle à nous, qui n'est pas un test psychométrique, mais qui est un self-assessment, voilà, qu'on met accessible gratuitement via la plateforme, qui est basé sur le modèle PERMA. Et en fait, quand je vais me connecter, je vais répondre à un certain nombre de questions qui va venir m'évaluer sur 18 compétences. La moitié de ces compétences sont des compétences plutôt sur moi en tant que personne. Et donc là, je vais pouvoir assesser, évaluer ma capacité de résilience, mon efficience, mon intelligence émotionnelle, mon authenticité, ma visualisation.
Et certaines de ces compétences sont plutôt des compétences de leader. Donc, ma capacité à fixer des objectifs, à motiver les équipes, à déléguer, établir de la confiance, faire du feedback, gérer des conflits. Voilà. Donc, tout ça va me donner finalement à la fin un rapport de mes forces et de mes points d'effort qui vont m'aider ensuite à définir mes axes de coaching. Justement, on a une question de la part de Nathalie. Elle vous demande s'il y a une démarche qui est personnalisée et si justement il n'y a pas aussi, pas juste des exécutifs ou des leaders seniors qui utilisent la plateforme. Alors, est-ce qu'on peut personnaliser? Oui, on peut. Alors, on peut personnaliser le questionnaire ou le programme? Le programme, Alors, le programme, bien l'approche de coaching. Alors l'approche de coaching, on pourra toujours la personnaliser et en fait, j'en ai pas parlé, mais à l'intérieur de la maison, on a un coaching lab qui est notre comité scientifique et à l'intérieur donc on a des coachs qui sont internes, qui ne délivrent pas des prestations auprès de nos clients, mais qui vont designer des programmes et les co-construire avec nos clients pour se dire finalement, quand je fais face à tel enjeu pour telle population, c'est quoi la meilleure approche pédagogique, notamment en matière de durée, que je dois définir pour venir traiter cet enjeu. Donc ça, c'est hyper important. Et est-ce qu'il y a des exécutifs qui suivent, qui utilisent le coaching en digital? Alors, honnêtement, oui, il y en a. Et d'ailleurs, on a une offre aussi d'exécutive coaching qui est particulière et notamment où là, on donne accès à la top, au top coach, au top 1% de la communauté de coach de Coach Hub. Et aussi finalement, on sait très bien que le top exec, il va pas trop aller dans la plateforme. Donc, on se met aussi en lien avec l'exécutive assistante. Et voilà, il y a une flexibilité aussi un peu supérieure. Donc, ça, c'est un produit spécifique. Mais de plus en plus, effectivement, d'exec coaching fait l'objet d'offres en digital. Mais historiquement, on sait que les habitudes sont encore très penchées sur le coaching traditionnel en présentiel. Et ça, honnêtement, on ne peut pas lutter contre. Donc, nous, notre boulot, c'est plutôt de démocratiser. Et démocratiser, il y a déjà beaucoup de monde à accompagner. Donc, c'est pas forcément un objet de focus, mais on le fait. En Ouais. quelques secondes pour terminer, peut-être une Ouais. minute. J'ai fini, donc tu vois, oui, j'arrive au bout. Tout ça aussi pour dire qu'on peut impliquer finalement son manager dans le cadre de tripartite. Je pense que c'est hyper important, ça on peut le faire via la plateforme. Mais aussi on peut monitorer en tant que RH, parce qu'au-delà du gestionnaire, il y a aussi une fonction qui doit monitorer les résultats. Et donc la plateforme donne accès à des tableaux de bord personnalisés qui vont permettre de suivre le nombre de sessions moyens, les axes principaux. C'est bien d'avoir quand même, quand on est une organisation ou alors une business unit, d'avoir en visu ce que sont finalement les axes de coaching qui sont les plus choisis, parce que ça donne quand même une bonne image de la maturité de son management et une visualisation des progrès pour les collaborateurs. Donc voilà en moins d'une minute, je crois, la conclusion Super. que je voulais Mais donner à ça, ça. c'est l'autre élément, à mon avis, qui est l'élément clé en fait du coaching. C'est que maintenant, puisqu'il est sur une plateforme, puisqu'il y a de la mesure à plusieurs niveaux, on a aussi un autre, du côté RH en tous les cas, on a aussi d'autres leviers, d'autres éléments qui autrement sont très difficiles en fait à faire ou à suivre. Donc c'est à mon avis l'autre approche là qui fait que quand on a pensé cet exercice aujourd'hui de webinaire, de regarder, OK, il y a des plateformes qui vont vous amener aussi de la puissance, de la capacité, mais aussi de la donnée très riche, donc plein de choses intéressantes. Je vous laisse terminer peut-être, Boris, sur… Moi, j'avais fini, mais effectivement, ravi déjà d'avoir pu avoir une voix au chapitre aujourd'hui. Je me tiens à votre disposition, donc vous pouvez me joindre effectivement directement via LinkedIn. Et si jamais vous êtes intéressé par les sujets de ROI ou tout simplement vous voulez voir la plateforme et comment ça se passe, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que vous trouvez dans la présentation. Puis vous êtes basé en France, mais Coach Hub est aussi présent au Canada. Ouais. Voilà. Donc moi je ferai. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement nos speakers de français n'étaient pas là, mais il y en aura qui seront en contact avec vous. Et C'est puis, bien, on est dans tous les cas, international. C'est bien, voilà, on on est est très ouvert. international. Et dans tous les cas, moi je suis à votre disposition et je serai ravi de pouvoir répondre aux questions. Excellent, merci. En tous les cas, vraiment un sujet fort intéressant. On va passer le micro à Thomas Papin de chez Cégide et nous présenter la nouvelle solution qui se déploie au Canada. Alors, on va parler notamment du pilotage par les gestionnaires de l'engagement, mais un peu plus que ça, ou en tout cas de la notion de satisfaction, un concept intéressant qui a été développé par Witifit. Alors, Thomas, merci de nous introduire à cet autre outil très utile pour les gestionnaires. Merci à vous. Je vais profiter vraiment des 15 dernières minutes qu'on a tous ensemble pour vraiment focaliser rapidement sur ce nouveau produit. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Moi, ça fait à peu près
12 ans que j'interviens dans le domaine des ressources humaines. Certains d'entre vous me connaissent déjà. On a déjà eu l'occasion de discuter à travers Talentsoft, pour qui je travaille depuis plus de 10 ans, qui s'est fait acheter par Cegid il y a maintenant 18 mois. Donc Cegid, Talentsoft, 2 sociétés au Canada qui travaillent donc ensemble aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter les produits Witifit. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà la main, Jean-Baptiste, pour passer des Vas-y, diapositives. sinon je peux avancer pour toi. Ouais, parce que je ne suis pas sûr que… Hop. Ah bah oui, tu as le contrôle, vas-y. Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, on a vraiment décidé d'être très, très concret sur la présentation de notre nouvelle plateforme qu'on a lancée au Canada il y a 1 mois exactement. Donc, c'est un nouveau produit sur le marché. C'est chaud, c'est chaud. C'est tout chaud, exactement. Donc, on est vraiment ravis de faire avec vous ce lancement. Donc, c'est vraiment un outil qui va permettre d'outiller les gestionnaires pour construire une expérience employée positive afin de l'aider à fidéliser les talents. Donc, on ne peut pas être mieux dans la thématique du jour qu'avec ce produit-là. C'est vraiment parfaitement aligné avec ça. Donc, nous, vraiment, aujourd'hui, la mission, ça va être de démontrer assez simplement que mesurer, c'est bien, mais agir à travers ces plateformes, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment mon objectif aujourd'hui de vous montrer ça en 15 minutes. Si tu peux passer, parce que je suis désolé, je n'arrive pas à… Oui, la souris est… Alors attends, je vais reprendre, je vais t'aider. Ouais, je Voilà. suis désolé. Merci. Alors, très, très rapidement, Cegid, puisqu'en effet, peut-être que vous ne connaissez pas la marque et la société. Donc, nous, on est éditeur de logiciels présent dans à peu près 130 pays, 4500 employés, spécialisés en technologie RH. Et on accompagne à peu près 500 000 clients à travers le monde sur des thématiques très diverses, notamment la gestion des talents, qui fait l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Donc, l'équipe que je représente, moi, aujourd'hui, est basée à Montréal. On s'occupe ici de nos clients nord-américains. On est entièrement dédié aux offres de gestion de talent. Et c'est des produits qu'on propose justement aux organisations que vous voyez, Mondou, Patrick Morin, l'Aéroport de Québec, Humano, sont des sociétés ici qui utilisent nos plateformes dans l'accompagnement et le développement de leurs talents. Donc, que ce soit sur des thématiques diverses et variées. Donc, vraiment en synthèse, notre mission, nous, c'est vraiment de proposer des solutions technologiques pour aider les équipes RH, les gestionnaires, très importants dans leur quotidien, pour qu'ils puissent mieux attirer, développer et fidéliser leurs talents. Alors, ici, sur cette diapositive, avant de vous parler concrètement de comment on aide les gestionnaires à fidéliser les talents et de voir l'outil en tant que tel, on voulait revenir sur 3 concepts, 3 termes clés qu'on entend beaucoup et qui ont une relation de cause à effet assez évidente. L'expérience employée, cette notion d'expérience, ce qu'on aime dire, c'est que c'est une notion qui ne se décrète pas, mais elle se construit en fonction de qui vous êtes, de votre organisation, de vos équipes, à différents niveaux. Donc, évidemment, pour l'employé, c'est une expérience qui se vit au quotidien, donc à travers la relation qu'il a avec l'organisation, avec son gestionnaire, qui a un rôle prépondérant par rapport à ça. Donc, on va retrouver un mix de perception, d'émotions, de ressentis qui vont avoir lieu avant le recrutement, dès la phase justement de candidature, d'échange avec les recruteurs, pendant le recrutement, pendant l'intégration qu'on a évoquée tout à l'heure, mais également après l'embauche, à des moments clés de la vie de l'employé. Évidemment, quand il est positif, ce ressenti, il va susciter le goût pour l'employé de s'investir dans son travail et donc d'obtenir finalement des employés mobilisés. Ces employés mobilisés qui ont un sentiment d'appartenance à l'entreprise, ils vont retirer une fierté, de l'accomplissement de leur travail. Ils ont une tendance également à rechercher la collaboration avec leurs collègues et puis à vouloir de nouvelles responsabilités. C'est une des clés de la fidélisation. Ce n'est pas la seule, évidemment. Vous êtes sûrement mieux placé que moi pour le savoir, mais c'est une des clés importantes de la fidélisation. Donc, on voit ici qu'une expérience employée positive favorisera la mobilisation, qui donnera le goût à l'employé finalement de rester dans l'organisation dans un climat propice à son épanouissement personnel, professionnel. Et donc, là, on se rend compte qu'on peut agir sur un des leviers pour travailler la fidélisation. C'est vraiment l'objet de la discussion aujourd'hui, c'est comment le gestionnaire peut être outillé pour fidéliser ses employés. Là, avec l'expérience employée, on voit très clairement qu'on a un levier sur lequel on peut agir. Et ça,
Ça a un impact direct sur la performance de l'organisation, sur le taux de roulement, qui est des fois encore trop compliqué pour l'entreprise à mesurer, l'augmentation de la productivité. Ça va même jusqu'à la marque employeur. Un employé satisfait va en parler, va vous permettre de retrouver et de recruter des talents plus facilement. Donc, pour revenir sur ces 3 concepts que j'ai évoqués, qui sont intimement liés, ce qui est important pour nous, c'est que si l'objectif, on va essayer justement de démontrer, d'aider les gestionnaires à atteindre pour fidéliser leurs employés, si le point de départ pour nous, c'est donc de comprendre cette expérience employée. Et c'est ce qu'on voit justement sur cette diapositive, qui est assez important parce qu'on va essayer de comprendre les racines de ce ressenti. Alors, l'expérience employée, elle est complexe. Alors là, on a pris un diagramme de Gartner qui permettait de représenter ce que pouvait être l'expérience employée. Encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, hein, c'est vraiment une idée. Ce qu'on veut montrer ici, c'est que vous, en tant que gestionnaire, vous avez une vue sur la partie haute finalement de ce diagramme, ce qui est visible dans le monde du travail. Évidemment, la relation avec ses collègues, la relation avec les clients, le lieu de travail. C'est des choses qu'on est capable de ressentir, de mesurer. Par contre, toute la partie inférieure, c'est des informations, évidemment, en tant que gestionnaire, sur lesquelles vous n'avez pas forcément accès, évidemment, mais qui constituent et qui impactent l'expérience de l'employé. Donc, l'expérience employée va être importante de comprendre finalement ce qu'on va vouloir rechercher, c'est le ressenti global de l'employé. C'est ça qu'on va essayer de mesurer, avoir une vue globale sur ce ressenti. Encore une fois, si je fais un lien avec l'introduction et l'aspect très concret qu'on veut donner à la présentation, mesurer cette ressenti, c'est intéressant. Le comprendre, c'est mieux. Et agir, c'est l'objectif qu'on va se donner aujourd'hui. Oui, puis dans la notion de ressenti, il y a la notion d'évolution, enfin de fluidité, hein, ça évolue, ça bouge. Exactement. Donc, on capture un peu la météo là, du ressenti, mais quand même, il y a des tendances, il y a des éléments, donc ça permet de réagir, d'agir, de prendre conscience, mais aussi de réagir derrière. Donc, exactement. C'est ce qui est demandé là. Il faut des entreprises agiles, réactives, puis s'assurer que ça bouge sur le vécu de l'employé assez rapidement. Exactement. Et l'expérience employée, elle est également mesurée, mesurable lorsqu'on parle de projets de transformation. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais les grands projets de transformation, de fusion, d'acquisition, dont j'ai par exemple moi fait partie quand Talentsoft s'est fait acheter par Cegid, sont des éléments importants, marquants. On a également utilisé nos solutions en interne pour justement mesurer comment les équipes se sont impliquées, imbriquées, et comment vivent ça. Donc, c'est important pour que les gestionnaires puissent le mesurer. Alors, sur la diapositive suivante, on voit vraiment ici la démarche itérative d'amélioration continue qu'on souhaite proposer via l'outil. Alors, cette démarche, elle paraît assez évidente comme ça, mais vous allez voir, elle se décompose finalement en 3 phases très importantes. La première partie qui va être de capter les ressentis et de les analyser. Donc, cette première sous-zone, je dirais, donc, qui correspond à la captation des ressentis de l'employé, avec une méthode que je vais décrire qui embarque un aspect scientifique derrière. On va analyser ces données justement pour avoir un portrait précis d'expérience vécue par les employés, pour ensuite permettre aux employés d'être vraiment impliqués dans la démarche avec une écoute de l'employé. Donc, l'employé va pouvoir partager ses idées, va pouvoir partager des recommandations, pas simplement dire je suis satisfait ou pas satisfait, je suis content, mécontent. Si je suis mécontent, sur quoi on pourrait agir pour que cela me permette finalement de s'améliorer. Qui va nous permettre de passer à l'action en tant que gestionnaire et ou RH, sur la base de ces informations collectées, pour ensuite justement proposer des plans d'action que l'on va voir, les piloter, les réévaluer et re-rentrer dans cette démarche continue. On est vraiment sur cet aspect itératif qu'on va pouvoir vous montrer dans la plateforme. Alors, ici, encore une fois, ça représente et ça met en valeur Witifit. Ce qu'est Witifit, donc, encore une fois, pour résumer, c'est une plateforme, une solution infonuagique donc à destination des employés, des gestionnaires et des RH qui va capter le ressenti des salariés. Donc, ce qui est important, c'est que derrière ça, on n'a pas le temps évidemment d'en parler en détail aujourd'hui, mais il y a 2 années de recherche et développement et d'études scientifiques qui ont été menées avec un CHU pour nous permettre justement de définir ces bons leviers d'analyse et la bonne façon de capter ces informations. Ça, c'est important
c'est un produit qui embarque de l'intelligence. Ce n'est pas simplement un produit de sondage ouvert. Il peut l'être, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, mais il vient nativement avec des indicateurs qui permettent d'avoir une captation cohérente par rapport à ce qu'on va venir étudier, notamment la qualité de vie au travail et la satisfaction au travail. Alors, on va détailler chaque étape ensemble. Et Thomas aussi, enfin, ce que j'ai compris en discutant avec vous quand vous nous l'aviez présenté il y a quelques semaines, c'est que ça a une approche justement holistique, large, mais sur le santé, bien-être au travail et la relation au travail. Donc, il y a une approche assez large. Souvent, en Amérique du Nord, on comprend la notion d'engagement avec un indice d'engagement, mais là, l'approche a été revue en fonction, je dirais, des dernières évolutions aussi du monde du travail et du rapport au travail. Ce qui fait que il y a un lien étroit entre bien-être, satisfaction et une conception très large de la satisfaction. Ouais. Donc, la qualité de vie un au modèle travail, scientifique, en effet. Un modèle scientifique renouvelé, j'ai envie de dire. Exactement. On n'est pas uniquement sur la mobilisation ou l'engagement, c'est des composantes et tout ça est très imbriqué, évidemment. Et donc, on peut retrouver chez les organisations la volonté de redéfinir, de réadapter ces termes pour les rendre cohérents par rapport à leur réalité. Mais l'outil vient vraiment avec une approche très complète autour de ça, sur cette notion de qualité de vie au travail et ce qu'on peut mettre derrière. Bon, alors regardons. On a pris quelques captures d'écran pour montrer la logique. Et c'est assez important ici de comprendre que la méthode de captation, qui est l'étape numéro 1, va se faire sur des indicateurs. Donc là, concrètement, c'est de mesurer l'indicateur, par exemple, la satisfaction au travail. Donc, on va mesurer le ressenti. On va demander le ressenti d'un employé sur un indicateur clé, qui ensuite vont nous permettre d'aller, on va le détailler avec des sous-indicateurs pour comprendre derrière ce ressenti général ce qui se cache, puis des questions plus précises pour objectiver les sous-indicateurs. Donc, cette démarche en auto-noir va nous permettre finalement de partir des conséquences et de remonter jusqu'aux causes. Donc, pas simplement lister les causes, pas simplement lister les conséquences, mais d'avoir une démarche qui permet de partir des conséquences et de remonter jusqu'aux causes. Alors, donc là, il y a un modèle très différent de ce que les gens avaient l'habitude de voir. Pardon. Donc, on est dans quelque chose d'assez différent là, dans l'approche, la méthodologie de sondage par rapport à ce qui se faisait traditionnellement. Les 30 questions, ou les 50 questions, ou les 350 questions, là, il y a comme une dynamique du questionnaire. Exactement. Et ça, c'est une dynamique qui vient de façon pré-embarquée. Mais encore une fois, je le répète, on a des clients, notamment dans des projets de transformation, qui changent complètement les indicateurs. Tout est modifiable de 0 à 100% de l'application, c'est modifiable. La réalité, c'est que seulement 2% de nos clients vont changer les indicateurs de base lorsqu'on parle de qualité de vie au travail. Parce qu'encore une fois, la démarche qu'on démontre est cohérente par rapport à nos clients à travers le monde. Alors, si on voit la diapositive suivante, c'est vraiment un zoom sur justement le fait de venir évaluer un indicateur. Donc, nativement, on va avoir 6 indicateurs qui vont refléter au mieux ce qu'est la qualité de vie au travail, donc, comme la satisfaction au travail ou le niveau de stress qu'on voit ici. Et ici, on voit qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle une échelle de visuel analogique qui permet d'évaluer avec le moins de biais possible mon niveau de satisfaction. Plus vers le moins ou le stress, de très faible niveau de stress à très élevé. Ça, pareil, c'est une démarche scientifique dans ses détails qui est menée, puisqu'en fait, cette échelle visuelle analogique, c'est ce qu'on trouve dans les hôpitaux. Quand un enfant est blessé et qu'on lui demande où est-ce que tu… Enfin, c'est au niveau de douleur. On ne lui demande pas de 1 à 10, on ne lui demande pas de 1 à 5, on ne lui demande pas avec des étoiles, avec des smileys ou quoi que ce soit. On lui demande justement d'utiliser cette échelle visuelle qui permet de diminuer le nombre de biais. Et derrière ça, nous, évidemment, il y a des scores qui permettent de calculer finalement et de mettre des métriques derrière. Alors, par exemple, c'est ça, c'est est-ce que je suis satisfait au travail et puis je vais venir évaluer cette partie-là. Si on continue, donc une fois que j'ai évalué ce ressenti, on va me demander d'aller dans le sous-indicateur, derrière la satisfaction au travail, j'ai le choix finalement d'aller travailler sur différents sous-indicateurs, l'organisation, la reconnaissance, le sens au travail, l'ambiance, qui est différent d'un individu à l'autre. Évidemment, peut-être que pour moi, la reconnaissance de mon gestionnaire est importante, peut-être que j'en ai très peu,
ou alors j'en ai beaucoup et cela impacte ma satisfaction au travail. Donc, on peut vraiment avoir des décorrélations très importantes à ce niveau-là. Donc, c'est important pour nous d'aller sur ce niveau-là pour ensuite aller dans un niveau encore inférieur où justement, on peut le voir sur la diapositive d'après, on va aller répondre à des questions qui vont venir corroborer finalement mon sous-indicateur. Et ce qui est important ici, c'est qu'on va aller, en faisant ça, détecter l'irritant le plus important. On va détecter la cause et on va détecter là où on doit travailler. Donc, travailler sur la reconnaissance, c'est un grand chantier. Quand on va aller justement étudier le point critique qui ressort pour justement améliorer ça, ça va nous aider à sortir des actions. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous permet justement de capter. Ensuite, on va analyser. Donc ça va être des tableaux de bord. Notamment, je vous montre à l'écran là ce qui est un tableau de bord pour un gestionnaire. Donc pour un gestionnaire, en effet, c'est ce tableau de bord qui me permet de voir tout en haut de l'écran le nombre de participants, le taux de participation, donc vraiment comprendre mon enquête, mais surtout d'avoir des indicateurs par la suite par rapport à mes items. Ça, on configure. Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Donc, satisfaction au travail, niveau de stress. Donc là, je vois au sein de mon équipe, finalement, ce qui ressort. Et après, je vais pouvoir aller creuser au niveau des sous-indicateurs et faire des corrélations entre les différentes actions. Donc, pour nous, c'est important de donner ça au gestionnaire. Ce n'est pas obligatoire. On a des clients qui démarrent sans accès gestionnaire. On a des clients, c'est uniquement un tableau de bord pour l'employé, parce qu'il met ce qu'il a envie, et le RH qui pilote ça. Évidemment, c'est confidentiel. Donc, si vous avez moins de 5 répondants, l'information ne ressort pas. Et donc, indépendamment de la taille des équipes, un gestionnaire qui a 3 employés n'a pas d'intérêt à avoir de tableau de bord. Alors, j'accélère, je vois que le temps… On va prendre 2 petites minutes. Exactement. Parce que c'est intéressant. Je pense qu'on aura quelques personnes qui vont faire un petit écart. Vas-y. Un petit écart de calendrier, mais je ne vais pas mettre tout le monde en retard. Donc, le point important, c'est justement sur cette diapositive-là, c'est qu'on voit à ce moment-là, l'employé, au moment où il fait son sondage, 1 fois par an, 2 fois par an, peu importe, va pouvoir exprimer des idées. On va l'accompagner par rapport à ça d'ailleurs. Donc là, on est là pour écouter l'employé qui va innover, qui va suggérer ou alors simplement voter pour des idées qu'il a vues apparaître. Tout le monde n'a pas forcément des idées pour répondre aux problèmes. Par contre, c'est important de les… Il solutionne. Il Exactement. suggère. Et aussi, tu as mentionné un élément important, ce n'est pas un sondage Pulse là, qui arrive toutes les semaines ou il y a 1, 2 fois, ça dépendra, ou je pense que vous me disiez peut-être au trimestre ou en fonction des saisons, peut-être tous les 4 mois, qui est un bon rythme parce que les ressentis peuvent changer, il y a des nouvelles actualités, il y a une autre chose, donc on peut monitorer. En fait, on est à l'antithèse du Pulse Survey, c'est-à-dire que on voit qu'il y a vraiment une fatigue d'être sondé toutes les semaines, toutes les 2 semaines sur ma satisfaction au travail. Là, ce qu'on veut voir, c'est, je dis 1 fois par an, 2 fois par an, je ne suis pas content, puis il y a tel élément qui me gêne, je propose une idée, je veux voir l'amélioration. Pour voir l'amélioration, il faut laisser le temps au gestionnaire de travailler. Il faut laisser le temps au RH de mettre des choses en place. Donc, on ne peut pas demander toutes les semaines comment ça va et est-ce que ça va mieux s'il n'y a rien qui s'est passé entre-temps. Donc, on est plutôt dans une démarche où on construit, encore une fois, on construit l'expérience employée. Donc là, c'est vraiment ce qui me permet justement de voir les idées, de les aimer, de voir ce qui est prioritaire. Et ça va permettre au gestionnaire, et c'est la diapositive suivante, de passer à l'action. Passer à l'action, c'est-à-dire transformer ses idées depuis la plateforme en plan d'action. Soit en créant l'action de zéro, parce que je suis gestionnaire, j'ai mes propres idées, soit en allant utiliser les idées qui remontent de mon équipe pour les piloter, les proposer sous forme de plan d'action et donner de la visibilité à mes équipes par rapport à ça. Et donc là, si on fait référence à mes diapositives d'introduction, on est vraiment sur cette démarche itérative. Je capte, j'analyse, je prends les idées, je mets des actions que je pilote, que je renouvelle, et je réévalue l'impact qu'ont eu ces actions. Enfin, donc, on veut vraiment aller sur le sujet de « j'en ai marre aujourd'hui qu'on me demande mon avis et qu'on n'en fasse rien ». J'en ai marre qu'on me demande si justement je suis satisfait, je suis engagé, je suis mobilisé. Je dis que je ne le suis pas pour telle ou telle raison. Je ne vois rien qui bouge en organisation. Là, le gestionnaire a l'outil. Encore une fois, on incite chez nos clients. Nous, en interne, on utilise l'outil. Pour une fois, un peu comme chez SuccessFinder et CoachHub, on est des cordonniers qui sont pas mal chaussés. On utilise notre propre outil. On a, nous, dans nos objectifs de gestionnaire, l'obligation, 1 fois par an,
d'utiliser justement l'outil pour faire des sondages à notre niveau et de travailler sur des plans d'action pour améliorer l'expérience des employés de notre équipe. Donc, c'est vraiment fait pour les gestionnaires. Encore une fois, le niveau de maturité va changer entre les organisations. Et c'est pour ça qu'on a des clients qui sont matures pour le faire, qui sont accompagnés par nos équipes, d'autres qui vont plutôt se faire accompagner par des cabinets de conseil avec qui on va travailler de façon assez proche, parce que justement, ça, c'est l'outil, mais derrière, tout l'essence va être poussé par les cabinets ou les consultants qui peuvent accompagner ces entreprises. Donc voilà, j'ai un peu accéléré le rythme sur la fin, mais évidemment, à 12h30, il y avait quelques obligations parmi les participants. Sachez qu'on a mis ce code QR. Vous pouvez flasher dès maintenant. Ça vous permettra de prendre rendez-vous avec mon équipe pour qu'on puisse en parler de façon un peu plus détaillée. C'est facile pour nous de vous faire une présentation, de vous mettre à un accès, enfin un environnement pour accéder à l'outil et puis pour le tester. Donc, on est vraiment à vos dispositions pour parler des experts, faire des retours d'expérience, vous montrer justement ce qu'en pensent nos clients ici au Canada depuis qu'on l'a lancé. C'est vraiment important pour nous de vous montrer. Encore une fois, on a un retour très positif. Enfin, c'est un outil qui est pas nouveau. Hein. L'outil, il existe depuis 6 ans maintenant en Europe. On l'a simplement lancé ce mois-ci, le mois dernier au Canada. Le retour est très, très positif parce que je pense qu'il est très aligné avec ce qu'attend l'entreprise québécoise aujourd'hui sur ce type de sujet. Et le modèle de leadership dont on a parlé aujourd'hui d'ailleurs, donc ça me permet de boucler notre échange aujourd'hui. Merci à Boris, merci Jean-Simon, merci Thomas d'avoir échangé justement sur ces nouveaux outils pour les gestionnaires, parce que je pense qu'on est en train de basculer dans quelque chose clairement. Là, ça s'est accéléré, on le savait, mais là ça s'est accéléré, puis ça se voit aujourd'hui dans les outils, les méthodes de travail. Alors merci à vous pour votre temps, votre générosité aussi, et on précise à tous ceux qui sont encore en ligne qu'on vous envoie donc la présentation. Vous restez bien évidemment disponible pour toute question, démonstration éventuellement. C'est l'objectif aussi de ces webinaires là, d'exposer des vitrines de technologies intéressantes et renouveler nos pratiques et nos approches. Alors merci à vous, bonne fin de journée ou bonne fin de matinée, et à très bientôt pour de prochaines sessions de webinaire. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci encore à toi, Jean-Baptiste, pour l'invitation. Merci bien. À très bientôt. Plaisir. Merci, et bonne journée à vous. Maurice, merci Thomas. Merci. À très bientôt. À Au revoir. Au revoir.